tu prendras en charge les mensualités, d'accord? Tu gagnes bien ta vie, alors c'est normal, non? Ma mère venait de lâcher une bombe qui allait pulvériser ma vie, le tout sur un ton léger comme si elle parlait de la météo. Quoi? J'ai reposé ma fourchette, figée, et je l'ai regardée sans comprendre. Qu'est-ce qu'elle venait de dire? Mon cerveau tentait désespérément de traiter l'information, mais la scène me semblait si irréelle que mes pensées refusaient de suivre. Au centre de la table trônait un poulet entier encore fumant. Autour, mon père, Daniel Perrin, sirotant son vin rouge avec le sourire, ma sœur, Mélissa Perrin, admirant fièrement ses ongles fraîchement faits, et ma mère, Rebecca Perrin, qui venait de prononcer cette absurdité avec un calme glaçant. Je suis architecte senior dans un grand cabinet d'architecture. Ce soir-là, j'étais rentrée dans la maison familiale, appelée Parrain, il faut qu'on te parle d'un truc important. Ce truc important, c'était une brochure de luxe posée sur la table, à côté d'un paquet de documents contractuels. Domaine des Rives, un complexe exclusif au bord d'un lac privé, en Haute-Savoie. Sur la couverture, on voyait un lac doré par le soleil couchant, une villa moderne tout en baie vitrée, avec une grande terrasse en bois et même un quai privé pour bateaux. Une vraie maison de rêve. Avec mon métier, j'évalue la valeur d'un bien en un coup d'œil. Cet emplacement, ce standing, ce genre de propriété valait au minimum 750 000 €. Maman, attends une seconde. Je comprends pas. Vous avez acheté cette maison? Oui, on a signé le contrat, répondit-elle, enthousiaste. C'est pour Mélissa. Tu sais comme elle est mal dans sa peau en ville, tout ce stress. Elle a besoin d'un endroit paisible pour se concentrer sur ses projets créatifs. J'ai tourné la tête vers Mélissa, ma sœur de 28 ans, assise à côté de moi. Elle n'a aucun emploi fixe. Elle appelle ça se chercher. En réalité, elle vit au crochet de nos parents, voyage, change de passion chaque mois. Une profiteuse de luxe. Et ses projets créatifs, ça se résumait sûrement à poster des selfies sur les réseaux sociaux. Créatif? Mélissa, et ton poste dans la boutique? Celui que tu avais commencé le mois dernier? J'ai démissionné, dit-elle, sans aucune gêne. Le manager était insupportable, et rester debout toute la journée me gonfle les jambes. J'ai besoin d'un environnement plus inspirant. Je sens que cette maison va révéler mon talent. Papa. Maman. Et l'apport initial? Et le prêt, il a été accepté? Mon père posa lentement son verre et répondit d'un ton grave. C'est là que tu interviens, Sophie. Ta mère et moi allons bientôt partir à la retraite, donc obtenir un prêt de cette envergure, c'était compliqué. Mais le banquier nous a fait une proposition. Il fit glisser les papiers vers moi. Un formulaire de co-emprunteur et une autorisation de prélèvement automatique. Les noms sur l'acte seront les nôtres, mais c'est toi qui as les revenus nécessaires. Les mensualités seront prélevées sur ton compte. Pardon? Je me suis levée d'un bond. Vous plaisantez, j'espère? Pourquoi est-ce que moi je paierais une maison de vacances pour Mélissa? Je n'y mettrai même pas les pieds. C'est là que ma mère l'a dit, l'air de rien. Tu gagnes bien ta vie, non? On est une famille, c'est normal. La colère m'a monté à la tête, j'en avais le vertige. Ils savent combien j'ai dû bosser pour devenir architecte? Les années d'études, les heures sup? Mon salaire, je l'ai mérité. Pas pour financer le terrain de jeu de Mélissa. Sophie, comment oses-tu parler comme ça? Hurla mon père en frappant la table. Ce n'est pas un terrain de jeu, c'est un investissement pour l'avenir de ta sœur. T'es l'aînée, tu dois la soutenir. Elle galère pendant que toi, tu vis confortablement dans ton appart et tu refuses de l'aider. Galère? Elle voulait juste une vie plus luxueuse. C'est ignoble, lâcha Mélissa, faussement bouleversée, les mains sur le visage. Tu fais toujours ça. Dès que j'essaie d'être heureuse, tu me sabotes. Tu me méprises parce que je suis sensible, c'est ça? Exactement, Sophie. Tu es la grande sœur, tu as un devoir envers elle, enchaîna ma mère. Et puis tu as de l'épargne, non? On a entendu dire que tu avais été promue récemment. Ce ne sont que 2300 € par mois. Une broutille pour toi, non? 2300 € chaque mois pendant 30 ans. Ils réalisent ce que ça représente au total? Et ils s'attendaient à ce que je leur fasse cadeau de ça? Je refuse, ai-je dit froidement. Je ne paierai rien. Je ne signerai pas ce contrat et vous n'aurez jamais mon RIB. Sophie, ça suffit maintenant. Quand je suis entrée à la fac, vous m'avez dit que vous n'aviez pas d'argent. J'ai dû survivre avec des jobs étudiants et des bourses. Et pendant ce temps, vous avez offert une voiture neuve à Mélissa. Des années de rancune me sont remontées à la gorge. Je ne suis pas votre distributeur de billets. Mélissa, si tu veux une maison de vacances, trouve un travail et paie-la toi-même. Je saisis mon sac et me dirigeai vers la porte d'entrée.
Attends. On n'a pas fini de parler. Cria ma mère en me suivant, la voix stridente. Tu es une ingrate. Tu refuses d'écouter une simple demande de tes parents. Une demande absurde comme celle-là? Bien sûr que je refuse. Lui lancai-je en enfilant mes chaussures. Et si vous utilisez mon nom sans mon accord, je ne le laisserai pas passer. Ne m'appelez plus jamais pour ce genre de choses. Si tu franchis cette porte, ne pense plus faire partie de cette famille. Avec les insultes de mon père qui résonnaient derrière moi, je claquai la porte d'entrée. À peine montée dans ma voiture, j'appuyai sur l'accélérateur. Et les larmes jaillirent. Des larmes de rage. D'humiliation. Comment ma famille avait-elle pu en arriver là? Alors que je filais sur l'autoroute dans la nuit, je fis une promesse. Je ne remettrai plus jamais les pieds dans cette maison. Je protégerai ma vie. Je couperai les ponts, définitivement. Mais à ce moment-là, j'étais encore bien trop naïve. Je n'avais pas mesuré jusqu'où ils étaient capables d'aller, au nom des liens familiaux et de leur cupidité. Ils n'allaient pas abandonner juste parce que j'avais dit non. 3 semaines plus tard, en rentrant du travail, je trouvai une grosse enveloppe dans la boîte aux lettres. Expéditeur, tribunal judiciaire de Lyon. En la prenant, mes doigts se mirent à trembler. Une lettre recommandée avec accusé de réception. Je l'ouvris et découvris une assignation en justice. Plaignant, Daniel Perrin, Rebecca Perrin. Défendresse, Sophie Perrin. Requête, le versement de 470 000 € pour préjudice moral et rupture d'accord verbal. Le contenu de la plainte était une avalanche de mensonges grotesques. Selon eux, j'aurais accepté de subvenir financièrement aux besoins de mes parents et de ma sœur, en échange de l'utilisation de leurs fonds de retraite pour acheter la maison. Mais j'aurais rompu unilatéralement l'accord, leur causant une grande détresse émotionnelle et des pertes financières. 470 000 € réclamés sur la base d'un accord qui n'a jamais existé. Par vengeance, ils tentaient de m'extorquer via la justice. Ils ont perdu la tête, murmurai-je dans le silence de mon appartement. Mais avant même que la colère ne me submerge, ce fut la peur. Ma propre famille m'attaquait en justice pour m'obliger à payer la résidence secondaire de Mélissa. Les jambes vacillantes, je m'accrochai au plan de travail et attrapai mon téléphone. Je n'avais pas le choix, il me fallait affronter ce monstre nommé famille. Ce procès allait mettre ma vie en jeu. Je gagnais bien ma vie en tant qu'architecte, mais sortir une telle somme? Impossible. Et pour un accord inventé de toutes pièces? Les mains tremblantes, j'envoyai un message à mon patron pour demander un jour de congé. Je devais trouver un avocat, et pas n'importe lequel, un expert des conflits familiaux, capable de me défendre. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le sourire hypocrite de mes parents, et cette phrase de ma mère. « Tu gagnes bien ta vie, c'est naturel. » J'en avais la nausée. Le lendemain matin, je me rendis dans un cabinet réputé, spécialisé dans les affaires familiales. Enchantée, Sophie. Je suis maître Alexandre Collet. On m'a déjà brièvement exposé votre cas. Je lui racontai tout. Il hocha la tête calmement. C'est un cas d'abus financier classique. Et pour l'accord verbal? Le prouver devant un tribunal civil est extrêmement difficile sans preuve concrète. Alors on va gagner? Demandai-je en me penchant. Mais il secoua la tête avec prudence. Le manque de preuves ne garantit pas la victoire. Dans les affaires familiales, le ressenti du juge peut peser lourd. S'il est du genre à croire au devoir sacré envers la famille, ce sera compliqué. C'est pas vrai. Mais on a une stratégie, prouver qu'aucun accord n'a jamais été conclu et surtout démontrer à quel point leurs demandes sont démesurées et abusives. Son calme méthodique me rassura un peu. Je l'engageai officiellement et la préparation commença. Mais les choses se passèrent exactement comme il l'avait craint. Quelques semaines plus tard, ce fut l'audience. Dans le camp adverse, mes parents et Mélissa. Dès qu'ils m'aperçurent, ils me lancèrent des regards remplis de mépris. Ma mère essuyait ses yeux avec un mouchoir d'un air tragique. Mon père me fixait avec hostilité. Et Mélissa, en robe noire, jouait la victime à merveille. Quelle honte! Mon estomac se noua. La rage me brûlait. L'audience est ouverte, déclara le greffier. Le juge entra par la porte du fond de la salle d'audience. Dès que je l'ai vu entrer, j'ai entendu maître Collet, assis à mes côtés, souffler entre ses dents. C'est mauvais signe. Pourquoi? C'est le juge Nicolas Navin. Il est ultra-conservateur, réputé pour sacraliser les liens familiaux au-dessus de tout. Pour eux, c'est le juge idéal. Pour nous, le pire. Le juge Navin s'installa, parcourut brièvement les documents, puis nous fixa au-dessus de ses lunettes. Plaignant, Daniel Perrin et autres.
Défendresse, Sophie Perrin, leur fille. Quel dommage vraiment. Dès la première phrase, il ne tenta même pas de cacher son parti pris. Avocat des plaignants, vous pouvez commencer. L'avocat engagé par mes parents se leva et lança son discours avec de grands gestes théâtraux. Monsieur le juge, mes clients, le couple Perrin, ont élevé leur fille avec amour et dévouement. Le succès professionnel de Sophie, aujourd'hui architecte, n'est dû qu'à leur soutien désintéressé. Mensonge sur mensonge. Elle avait promis de leur témoigner sa reconnaissance en finançant la maison de sa sœur Mélissa. C'était un engagement sacré entre proches. Mais au dernier moment, elle s'est désistée, plongeant ses parents âgés et sa sœur fragile dans le désespoir. À la barre, ma mère et Mélissa se mirent à sangloter bruyamment. Le juge les regarda avec une compassion manifeste, puis planta sur moi un regard glacial, comme s'il avait un criminel devant lui. Sophie Perrin, comment répondez-vous à cette déclaration? Maître Collet se leva calmement. Monsieur le juge, chaque accusation des plaignants est sans fondement. Ma cliente n'a jamais conclu le moindre accord. Et surtout, ce qu'on lui demande est si démesuré que cela détruirait sa vie. Démesuré? Ricana le juge Navin. D'après les pièces du dossier, elle gagne largement plus que la moyenne. Célibataire, sans enfant. Tandis que sa sœur, elle, galère. Le juge se pencha vers moi. Sophie, oublions la loi une seconde. Comme être humain, n'avez-vous aucune compassion? Le sang c'est plus fort que tout, non? Quand on a les moyens, aider sa famille, c'est un devoir moral, pas juste une question juridique. Et vous, vous refusez, simplement parce qu'il n'y a rien d'écrit? Vous ne ressentez aucune honte? Un murmure parcourut la salle. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Le juge me faisait la morale, non pas en tant que juge, mais en père offensé. Mais monsieur le juge, m'exclamai-je malgré moi. Je gagne ma vie à la sueur de mon front. Ma sœur galère parce qu'elle refuse de travailler. Pourquoi devrais-je payer pour sa paresse? Silence. Le marteau résonna. Défendresse, vous n'avez pas la parole. C'est justement cette attitude égoïste qui nous amène ici, non? Le visage du juge était écarlate. Je vous conseille vivement de trouver un accord amiable. Réglez ça entre vous. Sinon, le jugement pourrait être sévère. C'était à peine voilé, une menace. Audience levée. On nous a presque expulsés de la salle. Dans le couloir, mes parents et Mélissa nous attendaient, tout sourire. Tu as entendu, Sophie, lança ma mère, le ton triomphant. Même le juge est de notre côté. Arrête ton cinéma, paix, et on retire la plainte. J'ai trop hâte d'emménager dans ma maison de vacances, ajouta Mélissa d'une voix faussement innocente. C'est insensé, répondis-je, la voix tremblante. Mais au fond de moi, je me sentais anéantie. Même la justice me tournait le dos. Viens, Sophie, dit doucement maître Collet en m'éloignant. Dehors, un vent glacial nous gifla. Maître, est-ce que je vais perdre? Est-ce que je vais vraiment devoir tout donner, comme dit ce juge? Passer le reste de ma vie à entretenir ma sœur? Je n'arrivais plus à retenir mes larmes. Il ne répondit pas. Il me tendit juste un mouchoir. Puis il se retourna vers le tribunal, un éclat déterminé dans les yeux. Non. Vous ne perdrez pas. En fait, ce juge vient d'allumer une mèche en moi. Il sortit un carnet de sa poche intérieure. Sophie, tu peux me montrer à nouveau les documents sur la maison de vacances? Un détail dans le dossier m'a paru étrange. Étrange? Oui. Pour un bien estimé à 750 000 €, les modalités du prêt sont bizarres. Et le comportement de Mélissa? Ce n'était pas juste une enfant gâtée. Il y avait de la nervosité, comme si elle cachait quelque chose. Il esquissa un sourire. Allons creuser tout ça. Je suis sûr qu'il y a une vérité noire bien enfouie derrière ce masque des amours familiales. À ces mots, une étincelle d'espoir que je croyais morte s'est rallumée en moi. C'est vrai. Ce n'était plus l'heure de pleurer. S'il me combattait avec la morale, alors moi, je riposterais avec les faits. Dès ce jour, nous avons lancé une enquête minutieuse sur leurs finances. C'était le début de notre contre-attaque. Et puis, arriva le jour de la deuxième audience. Mes parents affichaient une assurance insolente, me lançant des regards moqueurs. Mélissa, elle, faisait défiler son téléphone, un nouveau sac de créateur posé sur les genoux. Sophie, il est encore temps, lança mon père avant l'ouverture de l'audience. Excuse-toi maintenant et promets de payer. Je retire la plainte. Appelle ça une clémence familiale. Clémence? Répondis-je avec un sourire glacé. Je te rends ces mots tels quels, papa. Tu ferais mieux de fuir tant que tu le peux. Son visage vira au rouge, mais la voix du greffier retentit. L'audience est ouverte. Veuillez vous lever.
Le juge Nicolas Navin entra et s'installa avec lenteur. Dès qu'il parla, il me lança un regard agacé. Défendresse, lors de la précédente audience, je vous ai fortement recommandé un accord. Avez-vous discuté avec votre famille? Non, monsieur le juge, répondis-je sans détour. Il n'y a aucune marge de négociation. Nous avons découvert une dissimulation grave de fait à l'origine de cette plainte. Une dissimulation? Fronça-t-il les sourcils. À mes côtés, maître Collet se leva et brandit un épais dossier. Monsieur le juge, veuillez consulter la page 3. Un silence pesant tomba sur la salle. Le juge ajusta ses lunettes et baissa les yeux. Il s'agissait de l'extrait cadastral le plus récent de la maison de vacances, obtenu après une enquête approfondie. HM, murmura-t-il. Ces informations diffèrent de celles fournies par les plaignants. Exactement, répondit maître Collet. Les documents adverses datent de l'achat. Ceux-ci ont été émis il y a 3 jours. Il poursuivit calmement. Outre l'hypothèque principale, un second emprunt hypothécaire a été enregistré, 1 mois seulement après l'acquisition. Mon père bondit presque de son siège. C'est faux. Nous n'avons signé qu'un seul prêt. C'est ce que vous croyez, répondis-je en me levant, le regard fixé sur eux, puis sur Mélissa, livide. Mais il semble que Mélissa, elle, en savait davantage. Qu'est-ce que tu racontes? Cria mon père. Silence. Trancha le juge. La défense peut continuer. Maître Collet dévoila alors la pièce décisive. Le créancier de ce second prêt est Shadow Lake Finance, un organisme de crédit à la consommation. Et dans la case emprunteur, un seul nom apparaît. Il marqua une pause. Mélissa Perrin. Quoi? Souffla ma mère. Le montant maximal est de 330 000 €. Un choc parcourut la salle. Impossible, hurla mon père. Un tel prêt nécessite l'accord de tous les copropriétaires. En temps normal, oui, répondit maître Collet. Sauf en cas de faux mandat, ou si on vous a fait signer des documents sous prétexte de travaux. Le visage de mes parents se vida de toutes couleurs. Ils se tournèrent lentement vers Mélissa. Elle serrait son sac de luxe contre elle, tremblante, la tête baissée. C'était déjà un aveu. Mélissa, la voix de ma mère se brisa. Dis-moi que ce n'est pas vrai. À quoi a servi cet argent? Elle tenta de parler, mais je pris la parole. Ce n'est pas tout, monsieur le juge. Maître Collet présenta un nouveau dossier. Voici les relevés bancaires de Mélissa. Des virements quotidiens de plusieurs milliers d'euros, parfois des dizaines de milliers. Les bénéficiaires, Golden Spin, Vegas Dream, des casinos en ligne étrangers. Le juge resta figé. Et pour couvrir ses pertes, poursuivit l'avocat, elle a contracté d'autres dettes auprès de sociétés de crédit, et même de prêteurs illégaux. Le total dépasse 190 000 €. Voilà le vrai visage de ma sœur, la soi-disant artiste fragile. Au total, plus de 520 000 €. Mon père s'effondra sur son siège. Dis-moi que c'est faux, murmura-t-il. Non, cria Mélissa en sanglotant. C'est un investissement. Si je gagne, je rembourse tout, le double même. J'y suis presque, il me faut juste un peu plus de chance. Cette phrase acheva de dévoiler la vérité. Une addiction sévère au jeu. Silence, tonna le juge, furieux. Ainsi donc. Les plaignants ignoraient, ou ont sciemment dissimulé, les dettes de jeu de leur fille et l'hypothèque frauduleuse, avant d'exiger que l'aîné assume les remboursements. Profitant du moment, je retournai les mots du juge contre lui. Monsieur le juge, lors de la précédente audience, vous m'avez dit qu'aider sa famille était une obligation morale, n'est-ce pas? Le juge détourna brièvement le regard, gêné. Mais regardez la réalité en face. Cette maison est déjà grevée de plus de 520 000 € de dettes dissimulées. Si j'avais signé en tant que co-emprunteuse comme mes parents l'exigeaient, que se serait-il passé? Je désignai d'abord le juge, puis mes parents. La faillite de Mélissa n'est qu'une question de temps. Et à ce moment-là, la maison serait saisie, vendue aux enchères, la dette resterait. Et moi, garante solidaire, je devrais tout rembourser. Peut-être même ces dettes de jeu. Je fis un pas en avant. Alors, je vous le demande franchement, est-ce que sacrifier ma vie pour combler le gouffre d'une sœur accro au jeu, c'est ça, le sens du devoir familial? Où est l'égoïsme dans mon comportement? Et cette soi-disant impiété filiale? La salle retomba dans un silence absolu. Personne ne trouva quoi répondre. Le visage du juge Navin était rouge, de honte, non plus de colère. Il venait de comprendre qu'il avait failli devenir complice d'une fraude ignoble. Avocat des plaignants, lança-t-il d'une voix grave. L'avocat se leva en nage. Monsieur le juge, j'ignorais tout. C'est la première fois que j'entends parler de ces faits.
Si je l'avais su, jamais je n'aurais accepté cette affaire. Il se retourna contre mes parents et Mélissa. Ce sont eux qui m'ont trompé. Ne nous accuse pas. Hurla mon père, hors de lui. Tu nous avais promis la victoire. Tu as dit qu'en payant, on pouvait sauver notre fille. Papa, arrête. Cria Mélissa en pleurs. C'est pas ma faute. C'est celle de Sophie. Si elle avait payé dès le début, j'aurais pu continuer à jouer, gagner, tout rembourser. Tu oses encore dire ça? Ma mère gifla Mélissa avec violence. Le claquement résonna dans toute la salle. À cause de toi, on a tout perdu. La salle sombra dans le chaos. Silence! Martela le juge. Une fois le calme revenu, il se tourna vers moi. Son regard n'était plus dur. Juste rempli de regrets. Mademoiselle Sophie Perrin, dit-il calmement, je retire mes précédents propos et vous présente mes excuses. Vous aviez raison. Ce n'est pas de l'entraide familiale. C'est de l'exploitation pure et simple. Puis, d'une voix glaciale, il déclara. Cette plainte est rejetée. Elle ne repose sur aucun fondement juridique et constitue un abus manifeste du système judiciaire. De plus, les plaignants sont condamnés à régler l'intégralité des frais de justice et d'avocat de la défenderesse. Et il ajouta. Mélissa Perrin, Daniel Perrin, Rebecca Perrin. Ce n'est pas ici, mais devant le tribunal des faillites que vous devriez comparaître. Et dans un lieu de repentir pour vos actes passés. Audience levée. Le marteau frappa. Ma victoire était totale. La plainte fut immédiatement annulée. Le jugement, rapide et sans pitié. Non seulement leurs accusations avaient été rejetées, mais ils devaient désormais payer mes frais. Quant à la fameuse maison, la maison des Rives, elle fut saisie aussitôt. Les 330 000 € d'emprunt cachés s'étaient heurtés au prêt principal. Les créanciers récupérèrent tout. Mais ce n'était que le début de leur chute. L'exposition des dettes de jeu de plus de 190 000 € poussa Mélissa à déposer le bilan. Et mes parents, co-emprunteurs, furent entraînés avec elle. Ils perdirent toutes leurs économies et durent abandonner la maison familiale où ils vivaient depuis tant d'années. Quelques semaines plus tard. Un jour, mon téléphone explosa d'appels manqués. Papa. Maman. Encore. Des dizaines. Ma messagerie était pleine. En appuyant sur lecture, une tempête d'insultes éclata. Sophie, qu'est-ce que tu crois faire? Tu as oublié tout ce qu'on a fait pour toi? Monstre sans cœur. Sorcière vénale. Abandonner ta famille te mènera droit en enfer. Leur voix sonnait creux. Et surtout, elle ne m'atteignait plus. Je bloquais tous les numéros. Définitivement. C'était la fin. Ma ligne de séparation. Ma justice. 6 mois plus tard. Je suis debout sur le balcon de mon appartement neuf, dominant le centre-ville de Lyon. Ce lieu n'appartient qu'à moi. C'est mon château. Payé intégralement avec mes économies. Ici, il n'y a ni mensonge, ni dette, ni chantage affectif. Rien que le silence et la paix. Rompre avec cette famille m'a coûté une douleur brûlante. Et un courage immense. Mais au bout de cette épreuve, j'ai trouvé quelque chose qu'on ne pourra jamais me voler. Ma vie. La mienne.